C'était censé être une fête. L'air était chargé du parfum des roses fraîches et de l'appât du Guinpoint. Les verres de cristal s'entrechoquaient, un jazz doux dansait sous les murmures de rires dispendieux, et des plateaux d'argent flottaient entre des gens qui portaient leur richesse comme une armure. Tout le monde était habillé comme des rois, mais je me tenais près du mur du fond, invisible, ma robe empruntée et mes talons trop grands. « Chérie, tu gênes » a murmuré ma mère en serrant les dents, alors qu'elle me frôlait, sa robe de créateur se balançant avec arrogance. Je me suis écartée, le cœur battant, les joues rougies, non pas par honte, mais parce que je savais que quelque chose allait arriver, quelque chose de moche. Je pouvais le sentir s'enrouler dans la salle, caché derrière les sourires brillants et le champagne. Ce n'était pas une réunion de famille comme les autres. Il s'agissait de la lecture du testament de ma grand-mère, la matriarche, la femme qui m'a élevée pendant que ma mère parcourait le monde à la recherche de la jeunesse et de l'admiration. Grand-mère Éléanore était décédée il y a 2 semaines, et cet événement brillant et cruel, était son adieu transformé en frénésie alimentaire. Les gens tournaient déjà autour comme des vautours. À 3 heures précises, le bruit se tait. Un homme vêtu d'un costume bleu marine sur mesure s'avança, sa mallette lourde des attentes de chacun. L'avocat lève la tête, ajuste ses lunettes et se racle la gorge. Merci d'être venu aujourd'hui. Madame Eleanor Whitmore m'a confié son testament et une dernière lettre, dont elle a insisté pour qu'elle soit lue à haute voix et en entier. J'ai dégluti. Je déglutis difficilement. Mais avant qu'il ne puisse commencer, ma mère, resplendissante dans sa soie émeraude, le visage trop lisse pour son âge, a levé la main et a dit gentiment, avant de commencer: je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. La pièce retomba dans le silence. Son sourire était répété, poli. La plupart d'entre vous savent qu'Eleanor était très aimante, commença-t-elle, mais elle était aussi sentimentale, parfois trop sentimentale. Elle a jeté un coup d'œil vers moi sans croiser mon regard. Et dans ces dernières années, elle a fait des choix qui n'étaient pas toujours rationnels. Quelques personnes ont hoché la tête, une fausse sympathie s'est répandue dans la salle. Je pense que je devrais enfin être honnête avec vous tous, dit-elle, sa voix se durcissant légèrement. Cette jeune femme, fit-elle en me désignant comme un accessoire, n'est pas ma fille biologique. Elle a été adoptée. J'ai eu un haut le cœur. Elle a été recueillie par charité. Mais ceci, dit-elle en faisant un geste vers la table d'entrée, vers l'avocat, vers l'enveloppe scellée. C'est une question d'héritage. Et seul le sang compte quand il s'agit d'héritage. Le silence est devenu lourd, pas brusque, pas fort, mais suffocant. Les regards se sont tournés, les chuchotements ont volé comme des papillons de nuit pris dans un bocal. Mes cousins m'ont regardé comme s'ils m'avaient poussé des cornes. Quelqu'un au fond a même gloussé. Elle l'a dit si gentiment, si simplement, qu'il a fallu un moment pour que le coup de poignard s'enfonce. C'est vrai ? A demandé quelqu'un. Elle a été adoptée, murmure un autre. Je me suis toujours demandé. Elle ne leur a jamais ressemblé. Je suis restée figée, la honte m'enserrant la colonne vertébrale comme un nœud coulant. Puis je me suis rattrapée. Non. Non. Je ne me rétracterai pas pour elle. J'ai redressé le dos, j'ai croisé le regard de ma mère et j'ai demandé: as-tu fini de m'humilier devant des étrangers ? Elle a tressailli, juste un tressaillement, mais c'était là. C'est alors que l'avocat, béni soit-il, s'est à nouveau raclé la gorge. Si nous pouvons continuer, dit-il brusquement. La dernière lettre de Madame Whitmore doit être lue avant l'ouverture du testament. J'ai vu ma mère se raidir. Son sourire peinturluré s'est effrité. Elle ne s'attendait pas à cela. Il a déplié l'enveloppe lentement, délibérément, et a commencé à lire. À ceux qui sont réunis, si vous entendez ceci, c'est que je suis parti. Et je vous observe. Je sais que vous aimez tous jouer quand il y a de l'argent en jeu. Rire nerveux. Quelque tout. Mettons les choses au clair. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de vérité. De loyauté. De sacrifice. J'ai vu ce que la plupart d'entre vous n'ont pas vu. J'ai vu qui me rendait visite sans caméra. J'ai vu qui pleurait quand je souffrais. J'ai vu qui aimait sans condition. J'ai vu qui a comploté. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même ma mère ne respirait plus. Il y a des vérités que tu as enfouies. Mais pas assez.
Laissons le testament parler de lui-même. Et que ceux qui se croyaient intelligents découvrent que parfois, les secrets ne restent pas enfouis. L'avocat replia la lettre et leva les yeux. Sa voix était neutre, mais il y avait quelque chose de connu dans ses yeux. Nous allons maintenant procéder à la lecture du testament. Mais tout ce que je pouvais entendre, c'était le grondement dans mes oreilles. Le visage de ma mère était devenu complètement pâle. Elle a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Pas par victoire. Pas par dépit. Mais parce que quelque chose avait changé. Et la tempête ne faisait que commencer. Et ma mère ne m'a plus regardé. Pas une seule fois. Elle est restée assise bien droite sur sa chaise, les lèvres si serrées qu'elles semblaient exsangues, tandis que l'avocat commençait à lire le contenu officiel du testament de ma grand-mère. Mes mains tremblaient. Mais je les ai gardées croisées sur mes genoux. Je ne voulais pas qu'il me voie trembler. À mon petit-fils Peter, je laisse mon vignoble à Napa. Non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'il l'a supplié. L'avocat a lu. Rire léger. Peter avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'aigre. À ma nièce Evelyne, je laisse le monnaie. Utilise-le pour rembourser ton 4e mari. Et, à ma fille Véronica, la salle se crispe. C'était le nom de ma mère. Je laisse mon silence. Puisse-t-il vous apporter la paix, car je n'ai jamais pu le faire. Le souffle qui a traversé la salle était sincère. Quelqu'un a fait tomber un verre, mais ma mère n'a pas réagi. Elle a simplement cligné des yeux 2 fois et a regardé devant elle, comme si elle n'avait rien entendu. Comme si, en restant immobile, elle pouvait prétendre que tout cela n'était pas réel. Je l'ai regardé fixement. Une douleur creuse s'est développée dans ma poitrine. Pas de satisfaction. Pas encore. Juste du chagrin. Le genre de chagrin qui survient lorsque l'on voit enfin la pourriture que l'on avait toujours espéré ne pas voir. Puis l'avocat s'est à nouveau raclé la gorge. Il tenait la dernière enveloppe. Et à ma petite fille. Il s'est arrêté. Mon nom a glissé de sa bouche, comme un secret enfin révélé. Clair. Les têtes se sont tournées. Mon estomac s'est retourné. L'avocat m'a regardé dans les yeux. À Claire, je laisse la maison. Toute la maison. Les biens. Le contenu. Le terrain sur lequel elle se trouve. Je laisse également la majorité des parts de Whitmore Holdings. Et la pièce a explosé. Quoi? C'est impossible. Elle a été adoptée. Ma mère ne le ferait jamais. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a glissé sur le sol. C'est scandaleux, s'emporte-t-elle? La voix tremblante. Ma mère ne laisserait pas tout à une fille qui n'est même pas de son sang. C'est alors que l'avocat, très calmement, dépose une seconde enveloppe scellée sur la table. Elle l'avait prévu, dit-il. Elle m'a demandé de la donner à Claire. Et de lire le contenu à haute voix, si quelqu'un osait le remettre en question. La pièce est à nouveau silencieuse. Tendue. Électrifiée. J'ai tendu mes doigts tremblants vers l'avant et j'ai ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvait une lettre. Du papier jauni, un peu effiloché. J'ai immédiatement reconnu son écriture. Élégante. Forte. Pleine de vie. Même à l'encre. Je l'ai rendue à l'avocat. Sa voix s'est adoucie au fur et à mesure qu'il lisait. Chère Claire. Tu es à moi. Que tu sois sortie de mon ventre ou non n'a jamais eu d'importance. Mais la vérité, c'est que tu l'as fait. Tu es née en secret, dans la douleur. À une époque où j'étais trop jeune pour t'élever. J'ai fait confiance à quelqu'un pour te protéger. Mais des années plus tard, tu m'es revenu. Sans savoir qui j'étais. Et je t'ai quand même élevé. Je t'ai aimé 2 fois. Une fois en silence et une fois à voix haute. Véronica ne m'a jamais pardonné. Elle m'a fait promettre de rester silencieuse. Elle a dit que cela la détruirait si quelqu'un découvrait qu'elle avait une sœur plus jeune qu'elle. Une fille que j'avais cachée. Mais je vois maintenant que le silence ne protège pas. Il blesse. Vous n'êtes pas adopté. Tu n'es pas un cas de charité. Tu es à moi. Et je suis tellement fière de la femme que tu es devenue. Et la pièce était silencieuse. Je ne pouvais pas respirer. Ma sœur. Pas adoptée. Fille.
Mes yeux ont croisé ceux de ma mère et je l'ai vu. Enfin. Pas la rage. Mais la peur. Elle a reculé d'un pas, non. Elle a murmuré. Non. Elle ment. Elle ment. Mais personne ne lui fit écho cette fois. Elle regarda autour d'elle. Les yeux sauvages. Soudainement petite dans la pièce. Elle a utilisé un ordre. Sa masse sociale s'est fissurée. Juste assez pour que tout le monde puisse voir la femme qui se cachait derrière celle qui a passé des années à tisser des mensonges. Juste pour garder sa place au centre Claire. Dit doucement l'avocat. Tu es la seule héritière. Exécutrice testamentaire. Propriétaire. Tout a été transféré la semaine précédant son décès. Cette maison. Les entreprises. Les actions. Ils sont légalement à vous. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Pas encore. J'ai regardé mes mains qui tremblaient encore. Puis je les ai relevées. La foule autour de nous était devenue d'une pâleur fantomatique. Certains étaient choqués. Certains par honte. Et d'autres encore. Certains commençaient à me sourire pour la première fois. Je ne savais pas trop ce que j'en pensais. J'y suis partie avant qu'ils ne puissent me parler. Avant qu'ils ne puissent en faire quelque chose de poli. J'ai franchi la porte. J'ai descendu les marches de marbre. Dans le jardin qui m'avait élevé plus que la plupart de ces gens ne l'avaient jamais fait. Je me suis tenue sous le chêne où ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir avec moi pendant de longs étés. Elle me donnait des framboises et me disait que les étoiles avaient des noms. Et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que la vérité, quand elle arrive enfin, ne ressemble pas toujours à la justice. Parfois. Elle ressemble simplement à une libération. Et j'étais enfin libre. Les jours qui ont suivi la lecture du testament m'ont semblé irréels. Il n'y avait pas que les appels. Ou les courriels. Ou l'afflux soudain d'attention de la part de parents qui m'avaient ignoré pendant la majeure partie de ma vie. C'étaient les changements, dans la posture, dans le ton, dans la façon dont ils prononçaient mon nom maintenant. Comme s'il signifiait quelque chose. Comme si j'avais été rebaptisée Claire. La fille qui a été adoptée. Maintenant, Claire Whitmore, l'héritière. Mais je ne me sentais pas comme une héritière. Je me sentais comme quelqu'un qui s'était ouvert en public, étalé devant des gens qui se souvenaient à peine de mon existence. Et maintenant, il voulait que je dirige l'entreprise familiale? Il voulait que j'assiste à des réunions d'actionnaires, que je serre des mains, que je souris. C'était trop. Trop rapide. Je suis restée dans la maison familiale. Dans la chambre où j'avais grandi. Dans le même lit où grand-mère Eleanor avait l'habitude de me border. Elle me chuchotait des histoires à dormir debout qui ressemblaient à des légendes, mais qui se terminaient toujours par de l'espoir. Le silence ici était fort. Jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. D'où presque hésitant j'ai ouvert la porte, m'attendant à ce qu'un autre cousin fasse semblant de prendre des nouvelles. Mais c'était elle. Ma mère. Elle se tenait là, en appartement. Pas de maquillage. Juste un manteau de laine serré autour d'elle. Pas d'entourage. Pas de sourire de presse. Juste elle. Pouvons-nous parler? A-t-elle demandé à voix basse. Je n'ai pas répondu. Elle est entrée quand même. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans le solarium. Ce même solarium où elle avait ri une fois, le champagne à la main, pendant que je frottais le rouge à lèvres sur les serviettes du traiteur. Aujourd'hui. Elle se tordait les doigts comme une adolescente nerveuse. Je ne savais pas qu'elle écrirait cela, dit-elle enfin. Elle n'a pas menti, ai-je répondu. Non, je sais, a-t-elle marmonné. Je ne pensais pas qu'elle m'exposerait comme ça. Exposer. Ce mot est resté dans l'air comme de la fumée. J'ai passé toute ma vie à me battre pour être remarquée, a-t-elle poursuivi, sa voix se fissurant pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité. Tout ce que j'ai eu, j'ai dû le chercher. Toi, tu étais son secret. Sa deuxième chance. Son enfant en or. J'étais un enfant, ai-je dit, la voix tranchante. Pas une menace. Ses yeux se sont remplis. Tu ne comprends pas ce que c'était. Savoir qu'elle t'a choisi. Encore une fois. Après toutes ces années. Même quand elle n'a rien dit.
Elle t'a quand même tout donné. Je n'ai rien demandé de tout ça. Tu n'avais pas à le faire. La pièce est redevenue silencieuse. Le soleil de fin d'après-midi pénètre par les fenêtres. Chaud. Mais distant. Comme si le monde avait décidé de continuer à tourner alors que tout en moi basculait de côté. Je leur ai dit que tu avais été adopté, murmure-t-elle après une longue pause. Parce que je pensais que cela me protégerait. Ma poitrine s'est mise à trembler. Elle ne le niait même pas. J'ai pensé que si je te rapetissais, il t'oublierait. Que je pourrais peut-être avoir une chance de compter à nouveau. Je me suis levée lentement et me suis dirigée vers la fenêtre. Mes mains se sont crispées sur mes flancs. Tu comptais pour elle, ai-je dit, même si tu ne le voyais pas, elle n'a rien dit. Non, virgule. J'ai tourné la page. Elle l'a montré. Dans chacune de ses décisions. Dans le fait qu'elle ne m'a pas éloignée de toi. Même quand tu me traitais comme si je n'existais pas. Elle t'a donné de l'espace pour devenir quelqu'un. Mais tu as voulu m'effacer à la place. Des larmes ont coulé à ce moment-là. Pas les miennes. Les siennes. De vraies larmes. Je n'ai pas toujours été comme ça, dit-elle, la voix rauque. J'étais jeune. Effrayée. Quand elle m'a dit qu'elle te gardait, j'ai craqué. Je n'étais pas prête à être mère. Je l'ai suppliée de ne rien dire à personne. Je ne voulais pas avoir honte. Et maintenant? J'ai demandé. Maintenant, elle a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois de ma vie, elle ne ressemblait pas à une femme faite de marbre et de verre. Elle était humaine. Usée. Fissurée. Je veux te connaître, virgule. A-t-elle chuchoté. Je n'attends pas de pardon. Mais je suis fatiguée de faire semblant. Je suis fatiguée de haïr quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal. Le silence s'installe à nouveau. Mais cette fois, il était plus doux. Je ne me suis pas précipitée pour répondre. Pas par cruauté. Mais parce que j'avais besoin de m'asseoir dans ce moment et de le ressentir. Parce que parfois, la guérison ne rugit pas. Elle chuchote. J'ai finalement hoché la tête une fois. Je ne sais pas à quoi cela ressemble, ai-je dit. Mais je suis prête à essayer. Si vous le voulez. Sa lèvre a tremblé. Elle a hoché la tête elle aussi. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Pas encore. Mais quand elle est partie, elle a touché ma main légèrement et pour une fois, elle n'était pas froide. Ce soir-là. J'ai trouvé une autre lettre. Cachée dans le tiroir du bas de l'armoire de ma grand-mère. Il y avait mon nom dessus. Encore une fois. Plus petite cette fois. Griffonnée comme si elle l'avait écrite à la hâte. À l'intérieur, elle disait. La vérité fait mal. Mais la cacher fait encore plus mal. Je ne t'ai pas tout laissé pour te donner du pouvoir. Je l'ai laissé parce que tu l'avais déjà. La gentillesse. La force. La patience. Tu es ce dont cette famille a besoin. Ne perds pas ces A.et pardonne-lui si tu le peux. Pas pour elle, mais pour toi. J'ai plié la lettre et je l'ai serrée contre ma poitrine. Elle savait. Elle l'a toujours su. Le lendemain matin, je me suis assis à la tête de la table du conseil d'administration. À la place de ma grand-mère. 12 actionnaires me regardaient. Certains curieux. Certains tendus. Quelques-uns cachant à peine leur irritation. Ma mère n'était pas là. Elle a envoyé un SMS. Je reste à l'écart. Tu as besoin d'espace. Ça me va. J'ai respiré et ouvert le dossier que j'avais passé la nuit à lire. C'était l'une des dernières actions de ma grand-mère avant sa mort. Transférer des parts de contrôle dans un trust que je serais la seule à pouvoir débloquer. Mais sous les formulaires légaux se cachait quelque chose de plus. Parmi les états financiers, il y avait des courriels. De mon oncle, de 2 cousins. Et même d'un membre du conseil d'administration. Tous essayaient de faire pression sur ma grand-mère pour qu'elle déclare que sa succession était trop compliquée et qu'elle dissolve les avoirs familiaux plus tôt que prévu. Ils essayaient de m'exclure. Ce n'était pas une question de tradition. Il s'agissait de cupidité. Il en a toujours été ainsi. J'ai levé la tête. Je ne vendrai pas, ai-je dit calmement. Cette entreprise restera intacte. Mais je vais faire le ménage.
La salle s'est mise à bouger. Les yeux s'écarquillent. Tu ne peux pas, a commencé un cousin. Moi, je peux. Et je le ferai. En commençant par ceux qui ont essayé de manipuler Éléanore pendant qu'elle était à l'hospice. Silence. Personne ne s'est défendu point parce que les preuves étaient réelles. Je me suis levée. Cette entreprise, l'héritage de ma grand-mère, n'est pas à vendre. Pas à vous. Ni à personne. Si vous êtes ici pour la saigner à blanc, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. Et je suis partie point à l'extérieur du bâtiment, la pluie venait de commencer à tomber. Une bruine nettoyante. Une femme d'un certain âge, vêtue d'un manteau beige, attendait près de la voiture. Une des femmes de ménage du domaine. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. Ta grand-mère m'a dit que tu dirigerais avec grâce, a-t-elle chuchoté. Et elle avait raison. Pour la première fois depuis des jours, je me suis laissé respirer. Je ne faisais pas que survivre. Je devenais point, les semaines ont passé. Les médias ont essayé d'en faire un scandale. Aerith expose les secrets de famille. Mais je n'ai pas donné d'interview. Je n'avais pas besoin de défendre la vérité. Elle était déjà sortie. Et chaque jour qui passait, le bruit s'estompait point, ce qui restait, c'était à moi de le construire ou de le briser point. Je n'ai pas renvoyé tout le monde. Seulement ceux qui avaient essayé de tout détruire. Les autres, je les ai rencontrés. Je les ai écoutés. J'ai appris. Les jardiniers. Les cuisiniers. Les assistants du conseil d'administration. Les personnes qui avaient été négligées. Ma grand-mère disait toujours, la façon dont on traite les personnes discrètes en dit long. Et maintenant, ils me regardaient non pas avec crainte, mais avec quelque chose d'autre. L'espoir. Un après-midi, je suis entrée dans la serre, celle où grand-mère et moi avions l'habitude de travailler chaque printemps, et j'y ai trouvé ma mère. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Elle arrosait les orchidées. Ses gestes étaient prudents. Doux. J'ai attendu. Elle s'est retournée et m'a fait un petit sourire. Elle les a toujours aimés, ai-je acquiescé. Elle m'a pardonné bien avant que je ne me pardonne à moi-même, a-t-elle ajouté. Je sais, ai-je dit à voix basse. Je pense qu'elle voulait que nous trouvions un moyen. Elle a baissé les yeux, s'essuyant les mains sur une serviette. Merci de ne pas m'avoir exclu. Tu avais tous les droits. Je ne voulais pas me venger, ai-je dit. Juste la vérité et la paix. Elle a acquiescé, déglutissant difficilement. C'était suffisant. Nous ne nous sommes pas pris dans les bras, mais nous avons travaillé côte à côte, plantant des graines en silence. Parfois, la guérison n'arrive pas à grand bruit. Elle s'épanouit lentement, dans les espaces entre les mots, dans les choix qui ne sont pas faits par dépit, mais par force. Plus tard dans la nuit, je suis restée seule dans le jardin. Les étoiles au-dessus clignotaient comme des secrets. Ma main a effleuré le haut de la lettre encore pliée dans la poche de mon manteau. Ne perds pas ce qui te rend aimable. Je ne l'avais pas fait. Et maintenant, je ne le ferai pas. Ce n'était plus une histoire d'héritage. Il s'agissait de devenir le genre de femme que ma grand-mère avait toujours cru que je pouvais être. Non pas parce que j'étais son sang, mais parce que j'étais son cœur. La maison derrière moi n'était pas seulement un manoir. C'était une maison. J'étais enfin prête à y vivre. Selon mes propres termes.